Bah écoutez, c'est évidemment un bras d'honneur aux Français. Dire que le président devrait démissionner, à défaut de faire une dissolution de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met son garçon, son petit garçon, à la tête du gouvernement. Un auditeur était invité sur le plateau de GG afin de réagir à la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Technicien de métier, il a pris la parole avec une colère froide, accusant le gouvernement de faire un véritable bras d'honneur aux Français. Dans un échange tendu, il a appelé à la démission pure et simple, pointant la responsabilité des électeurs et dénonçant une politique de petits arrangements. Comme vous allez le voir, son intervention va provoquer un énorme malaise sur le plateau. Mais avant ça, un petit détour rapide sur Odoul, complètement balayé par Bompard. Comme d'habitude, c'est savoureux. Vous savez les leçons de Monsieur Odoul. Si Monsieur Bayrou a pu rester en place pendant 8 mois, c'est parce que Monsieur Odoul et ses collègues ont refusé de le censurer au mois de janvier. Depuis, Monsieur Bayrou a par exemple été responsable de l'augmentation du prix des abonnements, du gaz, de l'électricité qui ont augmenté au 1er août. Et ça, c'est de la faute de Monsieur Odoul et de ses amis. Donc plutôt que Monsieur Odoul cherche à essayer de s'exonérer de ses propres responsabilités, il devrait plutôt s'intéresser à ses propres turpitudes. Vous avez fait élire Madame Borne, effectivement, et d'autres députés macronistes. Moi, je n'ai fait élire personne, Bien Monsieur sûr que Odoul. oui. C'est les Françaises et les Français qui, au deuxième tour des élections, se sont massivement mobilisés pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Et ils ont bien fait de le faire quand on vous entend parler aujourd'hui. Dénigrer la mobilisation, être responsable de la continuité de la politique d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et même tout à l'heure, je vous entendais dire d'ores et déjà que si Monsieur Macron nomme à nouveau un macroniste, vous allez le laisser au pouvoir. La réalité, c'est que vous avez trahi vos électrices et vos électeurs qui voulaient l'alternative au macronisme et certainement pas la continuité de cette politique. Et juste après, direction l'international avec un passage fort de Dominique de Villepin. Sur Gaza, il livre un message puissant. Pour lui, le seul espoir de paix passe par la prise de conscience d'Israël face à sa propre responsabilité. Israël est un État parmi d'autres États, dans une région qui comporte d'autres États. Et Israël a le devoir de tous les États. Il n'y a pas d'exceptionnalisme, il n'y a pas de destin manifeste pour aucun État dans le monde. Et si on veut s'arroger cette exception, on ne peut le faire que pendant quelques années, tôt ou tard. Il faut rendre des comptes, tôt ou tard. Il faut exercer son devoir. Et donc Israël comme État fait l'expérience, car c'est un jeune État, de ce que c'est que d'être un État. Quand on est un État, on doit avoir des frontières. Quand on est un État, on doit avoir une responsabilité vis-à-vis de ses voisins. Quand on est un État, on doit avoir une humanité à partager avec d'autres peuples. Et tout cela chemine dans la conscience de chaque Israélien aujourd'hui, de chaque soldat qui revient de Gaza, de chaque soldat qui fait partie de l'armée. Et quand on regarde le drame que vivent certains, les suicides de certains soldats, la mobilisation d'anciens chefs d'état-major, la mobilisation d'anciens responsables des services de renseignement, la mobilisation de très nombreux Israéliens, la prise de conscience à travers le monde d'intellectuels, de citoyens, on voit que, oui, à l'heure de la confrontation avec soi-même, le plus grand espoir de paix, c'est la capacité pour Israël d'ouvrir les yeux sur sa responsabilité d'État, sur son destin de peuple, côtoyant un autre peuple, confronté à une autre tragédie, et qui n'a pas d'avenir et pas d'issue autre que la force des armes. Et dans la foulée, un autre moment fort avec Ronnie Broman. L'ancien président de Médecins sans frontières l'affirme sans détour. L'utopie sioniste est morte. Un constat brutal, mais lucide, qui mérite toute votre attention. Je pense que l'utopie sioniste est vraiment morte et que Israël ne survivra pas très longtemps à cela. J'ai vu dans ce film qui est sur l'éducation en Israël, il va notamment dans la classe où lui-même a été, il retrouve une enseignante et moi j'ai reconnu ce que j'avais appris, ce que j'entendais dans les colos juives auxquels j'allais pendant les vacances d'été, des colonies juives qui étaient, je crois, plus sionistes que juives. Et puis j'entendais ce qu'on entendait dans les repas de famille.
l'exaltation d'Israël et la nazification de tout ce qui s'opposait à elle. Nasser, Hitler, Arafat, Hitler. Et pour quelqu'un comme moi, je pense que je ne suis pas le seul, enfin je sais que je ne suis pas le seul, ça a été vraiment un choc cognitif. Je dirais, mais tout ce que j'ai appris là, moi je croyais que c'était juste ma famille qui racontait ça, mais non, c'est le discours officiel, c'est comme on dit maintenant, le narratif sioniste que je connaissais. Alors ça, l'intifada, la rébellion contre l'occupation et la découverte de l'existence palestinienne, la mise en cause du récit sioniste comme un narratif qui, d'un seul coup, est évacué par la réalité, voilà, qui fait que le rideau s'est levé sur la réalité israélo-palestinienne et que j'ai quitté définitivement ce rivage-là. Et on enchaîne avec une scène qui laisse sans voix. Un député RN, Laurent Jacobelli, est pris en flagrant délit de mensonge en direct. Il avait insulté un collègue d'origine algérienne en le traitant de racaille, puis a tenté de faire croire qu'il avait été relaxé. Mensonge total. Il a été condamné le 2 septembre. Une chose est claire, l'extrême droite devra rendre des comptes. Quand je vous dis que vous avez une responsabilité politique là-dedans, c'est précisément parce que vous-même, vous avez été mis en examen pour avoir insulté un député macroniste de racaille. Parce qu'il était d'origine algérienne, ce qui était d'ailleurs un de vos anciens collègues. Sauf que Laurent Jacobelli va devoir vous répondre. Non, mais bien sûr, mais juste, attendez, c'est pas Laurent Jacobelli va devoir vous répondre et on va pas s'en sortir comme ça. Et je suis pas sûr qu'il faille là-dessus. Pour préciser les choses. Relaxé. Pour insulte raciste. Mais bien sûr, mais c'est donc ça. vous vous trompez, Ça c'est dit. Alors attendez, Elias. Par exemple, militant antiraciste, je peux vous dire qu'avec l'association que j'ai fondée, donc qui s'appelle Alerte Racisme, depuis mars 2025, on a constaté une hausse de plus de 134% des actes antisémites en France, de plus de 75% des actes islamophobes en France. Et ça, c'est une réalité, je pense. C'est ça qui vous met dans la rue demain ? Absolument, personnellement, oui, c'est ma première motivation, mais je pense que c'est aussi de voir que, en fait, la classe politique, elle nous a laissé, en fait, un climat de terreur raciste qui est juste instable aujourd'hui même, alors qu'on parle aujourd'hui, hein, il y a des mosquées ce matin qui ont été ciblées et qui se sont vues afficher des cochons décapités devant leur ouverture ce matin partout en Île-de-France. C'est une réalité. Je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui la classe politique y répond. Et de la même manière, je ne vois pas comment est-ce que M. Lecornu pourrait y répondre. Et puis, il y a cette question, posée avec justesse par Félicien, jusqu'à quand les médias vont-ils offrir des tribunes à des négationnistes notoires comme BHL ou Enthoven? Jusqu'à quand vont-ils piétiner la vérité en donnant la parole à ceux qui refusent les faits les plus évidents? On peut dire les choses dans le sens qu'on veut, on peut les répéter sur tous les tons, c'est pas pour ça qu'elles sont vraies. Israël n'est pas responsable d'une famine à Gaza. Bon, BHL ment, les faits sont très clairs, une famine est officiellement déclarée par l'ONU à Gaza. Amnesty, Oxfam, Médecins sans frontières ont publié des rapports qui montrent tous que le problème, c'est pas le détournement de l'aide, mais l'empêchement d'entrer sur place. Israël contrôle et bloque les frontières. Certains camions peuvent passer, mais à peine la moitié des 5 à 600 par jour estimés nécessaires. Des milliers de camions sont refoulés, parfois pour des raisons absurdes, matériel médical jugé à double usage, comme des ciseaux ou des purificateurs d'eau. La CPI accuse également Israël d'utiliser la famine comme arme de guerre. Bon, là il est sur LCI, on en a déjà parlé, c'est pas très étonnant, mais comment ça se passe quand il se pointe sur le service public? Tirer en direction de la foule, tirer en l'air, tirer des tirs de sommation, ça veut pas dire tirer sur les gens. Tirer sur la foule, c'est pas tirer sur les gens. Alors ici, selon l'ONU, plus de 1000 personnes ont été tuées en tentant d'accéder à de l'aide alimentaire à Gaza depuis fin mai 2025, dont environ 859 près des sites de distribution gérés par la Gaza Humanitarian Foundation. Et au passage, Trump, il vient de confirmer son projet de Riviera. Pour rappel, le plan confirmé cette semaine prévoit de déplacer toute la population du territoire palestinien, de le placer sous administration américaine pendant 10 ans et de le transformer en centre touristique et technologique. Ce n'est ni plus ni moins qu'un nettoyage ethnique. Alors au-delà de l'aura qu'a BHL en France et qui semble résister à tout, le Boug est quand même président du conseil de surveillance d'Arte depuis 31 ans, combien de temps ce type de discours continuera d'être acceptable? Cette semaine, l'IAGS, la principale association mondiale de spécialistes du génocide, a déclaré que d'un point de vue juridique, Israël commet bien un génocide à Gaza. Alors quand commencerons-nous à parler de ces postures comme une négation pure et simple de l'histoire? Parce qu'on sait très bien que ça arrivera. Dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon frappe fort. Alors qu'une flottille humanitaire prend la mer vers Gaza, il affirme sans détour, sous un gouvernement insoumis, la marine nationale serait là pour protéger ses bateaux.
Je vais commencer par vous dire que ça touche beaucoup, après tout ce qui a pu être dit de méchant et de calomnieux contre nous, de vous voir réunis, le sourire aux lèvres, en sentant que vous vous sentez unis tous ensemble par l'idéal et les objectifs que nous poursuivons. Mesdames et messieurs, à cet instant, ma pensée se tourne d'abord vers ces milliers de personnes qui se préparent à embarquer pour la flottille qui va chercher à percer le blocus. Ces militantes, femmes et hommes, syndicalistes, personnalités connues ou moins connues, et parmi eux, de nouveau, 4 députés de la France insoumise qui sont notre honneur et notre fierté. Madame Emma Fourreau, qui renouvelle son engagement sur cette flottille, Thomas Porte, dont l'engagement de longue durée est connu de vous tous, Marie Mesmer, de Rennes, et enfin François Piquemal de Toulouse. Peut-être y en aura-t-il d'autres. Et je veux particulièrement saluer leur courage, car voyez-vous, déjà l'armée la plus immorale du monde répète là-bas en mer, loin des côtes et des zones économiques exclusives de chacun des pays qui se trouvent sur le rivage, des exercices de tir en mer. Si bien que nous craignons que l'acte de piraterie auquel cette armée a l'habitude de se livrer chaque fois qu'une flottille s'approche ne soit cette fois-ci, comme l'ont dit certains ministres racistes du gouvernement de M. Netanyahou, se livre à des violences, et nous sommes très inquiets à cette heure de ces violences. Si la France était gouvernée par des insoumis, les navires de la Marine nationale accompagneraient les 4 députés qui sont dans les eaux territoriales internationales et donc ne violent rien et s'apprêtent à débarquer sur un territoire sur lequel, en principe, le gouvernement de M. Netanyahou n'a aucune autorité. Le 22 septembre prochain, le président de la République française, s'il est toujours là, reconnaîtra l'État de Palestine. Il le fera, et ce n'est pas un exploit, comme 75% des autres pays représentés à l'ONU et 11 des 27 pays de l'Union européenne. Pour finir, nous aurons eu gain de cause, mais vous savez, comme moi, que cela ne suffira pas pour ce que nous demandons. Car ce que nous demandons, ce ne sont pas des paroles, mais des actes. Et d'abord que cesse l'horrible massacre auquel on se livre là-bas à Gaza, qui nous soulève de dégoût, qui fait que la plupart d'entre nous n'ont aujourd'hui plus aucune confiance morale dans ceux qui dirigent cette planète et permettent qu'une telle abomination se déroule sans qu'ils ne fassent rien. Et la colère continue de monter chez les Français. La nomination de Lecornu à Matignon est perçue comme un véritable bras d'honneur. Un technicien intervenu dénonce un mépris total et accuse les électeurs d'avoir cautionné un système qui aujourd'hui les trahit. Bah écoutez, c'est évidemment un bras d'honneur aux Français. Hein. Je veux dire, tout le monde s'évertue à dire que le président devrait démissionner, à défaut de faire une dissolution de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met son garçon, son petit garçon, à la tête du gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer, excusez-moi? C'est que il va nous présenter un budget, alors qu'il ne faut pas censurer a priori, il faut voir ce que ça va donner, mais qui sera retoqué à minima, soit par la gauche qui veut déjà le censurer immédiatement, soit par le Rassemblement national s'il ne va pas dans le sens de leur politique qu'ils indiquent depuis le départ, et le centre mou, comme il est si bien indiqué, avec Bayrou, mais qu'est-ce qui va se passer? Lui, de toute façon, il a été mis à la porte, à mon avis, il va s'abstenir, ou alors comme les Républicains, quand ça sera le moment de voter, ils vont tous se retirer de l'Assemblée nationale. Non, mais vous allez voir, ils vont dealer avec les socialistes, c'est déjà écrit, le budget passera. Je suis pas sûr. Le budget passera, mais ça sera pas le budget qu'ils voulaient mettre en place. Non, Olivier, ça sera zéro économie. Olivier, du coup, dans votre esprit, c'était qui pour aller à Matignon? Mais en fait, il fallait plus personne à Matignon, il fallait dissoudre l'Assemblée nationale. Ouais. On est dans une situation où tout est absolument bloqué. C'est ingouvernable, en fait. Le retour aux urnes. Après, il faut juste espérer, parce que il y a un petit point de détail que je voudrais souligner quand même. La responsabilité va avant tout aux électeurs et à ceux qui ne vont pas voter aussi. Les Français ont une part de responsabilité dans la situation parce que c'est eux qui ont provoqué cette Assemblée nationale.
Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner non plus, notamment quand j'entends hurler les LFistes, la gauche et tout le tralala et les centristes, de dire oh mon Dieu, mais Macron fait encore n'importe quoi, tout ça. Rappelez-vous ce qui s'est passé aux dernières présidentielles. Tout le monde s'est bien entendu pour essayer de trouver des postes et pas faire passer le RN. Et maintenant, avec l'Assemblée nationale, quand on voit au départ les sondages qui Français qui ont voté aussi. Mais c'est ça. Nous, on va être cohérents avec nous-mêmes, c'est-à-dire que à partir du moment où effectivement c'est du Macron chimiquement pur, il a perdu les élections en juillet 2024. Il nous a imposé 3 premiers ministres. Au début, il a fait mine de jouer l'ouverture. Maintenant, on a Macron Premier ministre. Bon. On sait quelle est leur marge de manœuvre. On la connaît. Depuis le vote de confiance à l'Assemblée. C'est 1/3 de l'Assemblée nationale. Donc, cette poursuite d'imposture, nous, on ne va pas jouer là-dessus. Donc, c'est la censure, le plus rapidement possible, au moment du budget. Et ça va être la meilleure manière, parce que nous voulons revenir vers les urnes, de revenir vers les urnes. La différence avec le Rassemblement national, c'est qu'on pense que c'est Macron qui est... j'allais dire, à l'Élysée, et qui est le responsable de toute cette situation, de ce chaos, de cette instabilité, de cette poursuite coûte que coûte d'une politique économique en faveur des plus riches. Et nous pensons effectivement que c'est une élection présidentielle qu'il faut imposer. C'est pour ça que vous avez déposé aujourd'hui même. Jacobelli, nous pensons effectivement que la mobilisation sociale, la colère des Français, peut aider dès demain à faire en sorte que ce soit la solution, c'est-à-dire que Macron sorte du jeu. C'est pour ça, Éric Coquerel, que les Insoumis ont déposé aujourd'hui même leur texte pour destituer Emmanuel Macron. Donc du coup, je vous annonce quelque chose, c'est que nous allons le redéposer demain parce que... il n'a pas été déposé aujourd'hui. Si, il a été déposé aujourd'hui, mais rien ne nous empêche de déposer une nouvelle motion de censure. Et je vous explique pourquoi. C'est que le groupe écologiste nous avait répondu que tout dépendait de qui allait être nommé. Bon, peut-être qu'il croyait, je vais peut-être y venir, à l'illusion semé par Emmanuel Macron qui a saisi le Parti socialiste, parce que le Parti socialiste quand même a facilité le travail. C'est-à-dire que en faisant mine de penser qu'il pouvait y avoir un gouvernement de gauche, mais débarrassé du principal mouvement, c'est-à-dire les Insoumis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a facilité cette imposture de plus d'Emmanuel Macron qui n'a jamais pensé permettre à la gauche même de modérer, de gouverner. Donc demain, je pense que des écologistes qui ont maintenant le cornis vont nous rejoindre sur cette motion. Les écologistes vous rejoignent? Oui, sur la motion des députés. Je pense que nous aurons... Sur la motion de destitution d'Emmanuel Macron, demain, article 68 nous aurons de la Constitution. davantage, si ce n'est tout le groupe, davantage d'écologistes. Nous aurons peut-être aussi une partie plus importante du groupe GDR, et donc nous aurons une motion de destitution plus importante, qui est aussi une façon... Mais vous savez qu'il faut une majorité des 2/3 pour destituer le chef de l'État. Je me tourne, si vous le permettez, vous pouvez vers le Rassemblement national qui a dit qu'il ne la voterait pas comme la dernière fois. Alors, parce que c'est la voix de Mme Le Pen qui a fait en sorte que la motion de destitution à la conférence de présidents ne puisse pas déboucher en séance. Donc j'observe qu'on lui a sauvé la mise. Est-ce que le Rassemblement national dirait presque un communiqué de presse des Insoumis, Éric Coquerel, les mots du PS ce soir? Eût-il fallu le préparer autrement qu'en laissant miroiter depuis des semaines que la gauche pouvait être appelée à gouverner? C'est pas possible. Je voudrais dire pourquoi. Vous en voulez aux socialistes? Je voudrais dire pourquoi et dire pourquoi les choses ne vont pas changer. C'est que la question de M. Macron depuis juillet 2024, c'est pas un problème d'ego. Moi, je ne crois pas du tout à ça. C'est qu'il tient à sa politique d'offre et de compétitivité, je schématise, en faveur des plus riches, et que pour lui, mordicus, il veut essayer d'imposer ça. Donc là, il a le dernier budget à passer, parce qu'après, j'allais dire que s'il passe cet obstacle, il pourrait aller jusqu'à 2027, il a le dernier l'obstacle à passer. Donc, il va essayer de le passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il nomme effectivement Sébastien Lecornu. Moi, je pense que c'est vis-à-vis du RN qu'il espère éviter une non-censure, en jouant avec Sébastien Lecornu sur le côté chef de guerre, quoi. Il nous l'a déjà fait, c'est-à-dire jouer sur les tensions internationales, envoyer des troupes en Ukraine. Enfin, on connaît. C'est ça qu'ils vont tenter, etc. Bon. Donc toute la question qu'ils vont se poser pour les oppositions maintenant, parce que c'est le dernier fusible, par contre. Le fait que M. Bayrou ait sauté, avant même la discussion budgétaire, c'est le dernier fusible de M. Macron. Et pour retourner aux urnes, si les oppositions sont cohérentes, c'est parce que moi je pense que c'est toujours au peuple de trancher une question, quand justement c'est le chaos et l'instabilité, eh bien il va falloir censurer au plus vite M. Lecornu, parce que je vous l'annonce à l'avance, je vous fais le pari, le budget qui va être présenté à l'Assemblée dans ma commission ne sera guère différent du budget qui était préparé par M. Bayrou, parce que ça, M. Macron y tient. Donc chaque opposition sera devant ses responsabilités. Éric Coquerel, est-ce que vous souhaitez que la journée de demain, dont parlait Marie il y a quelques instants, bloquons le pays? Oui, et je souhaite... Moi, attendez, je n'ai pas posé ma question. Je sais que la réponse est oui, mais je n'ai pas posé ma question. Allez-y. Est-ce que vous souhaitez qu'elle ait une tonalité liée à l'actualité politique et à l'arrivée de Sébastien Lecornu? Maintenant, vous pouvez me répondre oui. C'est clair, elle est très politique. Et donc, la tonalité maintenant, c'est un appel à dégager cette nouvelle imposture qui est Monsieur Lecornu. Je ne parle pas de l'individu lui-même, qui est tout à fait charmant. Je parle de sa politique et ensuite de bloquer Emmanuel Macron. Quand je dis Emmanuel Macron, c'est le macronisme. Et je voudrais juste revenir sur une chose. C'est dommage qu'il est parti tout à l'heure. M. Jacobelli dit nous, c'est pas le chaos institutionnel. Mais il y a quelque chose.
Vous savez, la question de la destitution se pose sur un président de la République qui manque par rapport à ses devoirs. Moi, je trouve que dans une démocratie... à ses devoirs. Voilà, manquement à ses devoirs, c'est l'article. Je trouve que dans une démocratie, par 3 fois, et à chaque fois en réduisant sa minorité, imposer un gouvernement minoritaire, c'est manquer à sa devoir. C'est un problème de démocratie. Ça, c'est votre définition de l'article 68 de la Constitution. Mais bien sûr. Les juristes interrogés émettent quelques doutes pour la plupart d'entre eux. La Constitution, vous savez, regardez l'article 68. C'est pour ça qu'il y a un Conseil constitutionnel. Voilà. Mais moi, je pense que le devoir du président de la République, c'est de respecter le suffrage universel. C'est pas d'imposer en tout cas des gouvernements, 3 gouvernements de suite, qui sont minoritaires et dont on sait maintenant qu'il y a un tiers de l'Assemblée, en réalité, qui les soutiennent. Ça, ce n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que ça bloque tout. C'est le chaos, c'est l'instabilité. Et nous, vous nous pardonnerez, mais on pense que c'est par les urnes, justement parce que nous sommes pour une solution pacifique. On pense que c'est par les urnes que les choses doivent se passer. Je fais un dernier appel, parce que je ne peux pas rester très longtemps. Il y a une mobilisation demain. J'ai bien écouté M. Retailleau qui joue la tension, qui meurt d'envie qu'il y ait des événements violents pour pouvoir pour pouvoir ne parler que de ça. J'appelle demain tous les manifestants, je serai avec eux, à faire tout ça dans le calme le plus absolu, à ne pas tomber dans le piège dans lequel les attend le gouvernement.